Merci, monsieur le directeur. Bonjour à tous. Je suis impressionnée par l'assistance parce que je vois, alors, j'ai un peu peur. Marche? Oui. Effectivement, le directeur a dit tout à l'heure, parler de l'eau revient à avoir une image actuellement de bidon jaune. Et j'ai voulu vous présenter cette image à la fin, parce que juste en descendant de chez moi, à Faravouch, il y a une grosse citerne bleue avec une cinquantaine de bidons jaunes qui me rappelle l'image d'une peinture ancienne qui est la couverture du livre de Richard, du livre de Emerson Anthony Joseph, qui va sortir et juste qui montre le problème de l'eau à l'époque, qui montre l'image de femmes chercheuses d'eau. Et avec cette image, on pense que l'eau, effectivement, reste et restera jusqu'à la fin de ce monde la source de vie. Parce que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de vie. Alors moi, je suis très contente de pouvoir encore participer à cette conférence. Le directeur a dit, je suis une habituée. Et en fait, à chaque conférence, il y a un défi parce que c'est une thématique qui n'est pas vraiment la mienne. C'est de la culture matérielle, effectivement, mais la poterie, c'est pas vraiment la mienne. Mais quand j'ai accepté de faire cette conférence, c'était justement pour pousser à faire un peu plus de recherche dans ce domaine de la culture matérielle. Alors, le titre, quand j'ai parlé avec le directeur, je lui disais, en fait, ma démarche est plutôt archéologique. Donc, c'est de l'archéologie dont je vais parler et qui va glisser vers l'anthropologie. Vous savez que l'archéologie est une démarche multidisciplinaire et que son approche aboutit à la réécriture de l'histoire. Sa démarche aboutit à un éclaircissement du passé et donc je vais rester sur l'archéologie. Je ne veux pas parler de l'art contemporain puisque l'exposition montre des belles pièces d'art contemporain, mais je vais quand même parler un peu de l'influence par exemple de la couleur et des motifs pour l'art contemporain actuel. Je disais tout à l'heure que j'ai aimé le titre, je lui ai parlé, je lui disais, je ne sais pas quel titre prendre. Et quand je lui ai expliqué ma démarche archéologique, c'est lui qui a trouvé empreinte de l'humain et marqueur de l'identité. Effectivement, l'eau et la poterie, ou plutôt la poterie, est une empreinte de l'humain, marqueur d'identité. Alors, d'abord, pour commencer, si vous regardez la définition de la poterie sur Internet ou dans un dictionnaire, vous verrez, là maintenant au Google, là, tout de suite, vous avez intelligence artificielle. Ça me gêne beaucoup de prendre ces définitions. En fait, quand on parle de poterie, donc le mot poterie, d'abord, on parle de la matière, c'est-à-dire l'argile. Vous le savez, c'est une roche terreuse qui est imbibée d'eau.
qui est très imbibé d'eau, imperméable et plastique. On dit aussi terre glaise. Et sa couleur varie du rouge au jaune. Et cette terre durcit au contact de la chaleur. On la trouve principalement au pied des montagnes et dans les grandes vallées fluviales. Et chez nous, actuellement, si vous longez les routes qui sont nouvellement aménagées, vous verrez que presque toutes les rizières sont actuellement transformées en carrières, ou plutôt en carrières d'argile. Après, l'argile en tant que matière, moi j'ai rajouté poterie comme un savoir-faire. Quand vous dites poterie, tout de suite, vous dites c'est un savoir-faire. Et le mot poterie nous ramène vers un savoir-faire séculaire, c'est-à-dire génération. Et la poterie se trouve dans le domaine de l'artisanat et qui s'est effectivement développé et affiné pendant des siècles. Ce savoir-faire est caractérisé par sa longévité, sa capacité de produire des objets ou à réaliser des tâches avec une maîtrise remarquable. Nous reviendrons sur ce savoir-faire. Ensuite, toujours dans la définition, je voudrais parler de l'objet. Quand vous dites poterie, après la matière, le savoir-faire, tout de suite vous avez la matérialisation, c'est-à-dire l'objet fini. Alors, l'objet, c'est, vous le savez, poterie locale, ça veut dire ustensile fabriqué en argile séchée ou en argile cuite de formes diverses. Elle est généralement utilisée dans la vie quotidienne comme ustensile. Donc, il y a de pots de cuisson, jarres à eau, assiettes à pied. Principalement, elle sert de réservoir pour stocker et conserver divers produits alimentaires tels que le maïs, les légumes et autres denrées périssables. Grâce à sa capacité à protéger les aliments de l'humidité des nuisibles, la poterie garantit une conservation optimale et il est intéressant donc de l'étudier dans ce domaine. Pour l'objet, je vais peut-être décevoir quelques-uns parce que c'est marqué dans le petit dossier qu'on vous a distribué. Je ne vais pas, je vais me cantonner sur la culture de la production locale. Puisque la production locale, déjà, c'est un vaste sujet et aller vers la poterie autre que locale, c'est-à-dire la céramique importée, est tout un autre sujet. Et il y a ici une spécialiste, le docteur Chantal Radimla, qui est mon boss et mon mentor, qui est plus spécialisé dans les poteries d'exportation, parce que de la poterie, on va vers la céramique, la faïence et tout ça. Donc, je préfère donc m'en tenir à la production locale. Je disais tout à l'heure que c'est un savoir-faire, une technologie, un savoir-faire séculaire et qui nécessite la connaissance du milieu naturel. Donc, c'est pas n'importe qui peut faire de la poterie. Il faut qu'ils connaissent le milieu naturel et surtout qu'ils connaissent la maîtrise du feu. En fait, c'est ça
la fabrication de la poterie. Ici, je vous donne quelques images récentes d'une de mes étudiantes en 2023 qui a fait un exposé sur la fabrication actuelle de la poterie locale d'Alassour. Et quand elle a fait l'observation, parce que c'est une anthropologue, elle a fait l'observation, elle a fait une enquête, en fait, les techniques n'ont pas changé. En fait, c'est une technique ancienne et qui perdure, comme je l'ai dit, et qui se transmet de génération en génération. Et les images que vous avez dans cette exposition, justement, montrent des ateliers de potiers. Et quand vous allez visiter ce site d'Alassour, vous aurez exactement les mêmes procédés. Par exemple, la cuisson se fait en plein air. Et il y a aussi donc le séchage se fait en plein air. Et actuellement, on leur a dit qu'il fallait maintenant utiliser un four, n'est-ce pas? Mais ils disent que c'est ça ce que les ancêtres leur ont enseigné, donc ils gardent ce savoir-faire. Vous voyez donc dans ces images que, en fait, le savoir-faire de la poterie ou le travail de la poterie est essentiellement le travail de la femme. Tandis que actuellement, si vous regardez ceux qui font la brique, c'est essentiellement travail des hommes. Et les femmes, juste, participent à transporter les briques, la terre encore séchée, et les rangent sur le four. Mais la brique, c'est exclusivement un travail de l'homme. Je vous montre ici des images de poterie locale qui est issue, les images sont issues d'une fouille archéologique entreprise par un de nos premiers archéologues malgaches, David Rassamuel, qui nous a quittés depuis des années, et qui a publié un ouvrage qui s'intitule Van Govena, un site princier du XIVe siècle. Et dans son ouvrage, il a montré les types de céramique, de poterie locale fabriquée dans ce site. Et je me suis donc inspirée de cette collection pour préparer donc cette conférence. Mais avant tout, j'aimerais vous emmener dans une approche linguistique. Parce que, comme je vous ai dit, l'archéologie est une approche multidisciplinaire et il est intéressant de comprendre les mots, de connaître les mots et de savoir d'où viennent ces noms de poterie que nous avons là. Alors, d'abord, le Teftanmang. Teftanmang, Tanmang, c'est l'argile, et Tefi, ça veut dire forger. Et ce mot Tefi vient du mot de l'indonésien commun. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le linguistique, mais quand on parle d'indonésien commun, on met INC, mot INC, c'est indonésien commun, et le mot c'est tampa. Tampa.
c'est le mot indonésien. Teftanmang, donc c'est un mot indonésien. Donc déjà, on doit avoir une idée, en fait, de ce savoir-faire de qui nous l'avons hérité. Ensuite, Villan. Donc vous avez une image de Villan. Toujours dans le dictionnaire de Flacourt, ça veut dire marmite ou pot. Mais dans l'origine du mot, c'est INC indonésien, toujours, c'est balan. Balana. Ça veut dire vase contenant ou vase peu profond. Donc, ou bien un pot consacré. Et le mot tavi, c'est le pot. Ce n'est pas le pot de la chambre, hein. C'est ce que vous voyez là, en bas. Vous avez deux sortes de plats. Et ce sont ce qu'on appelle donc des tavnziru, des plats pour faire de la lumière. Et le mot tavi, c'est du mot tambir. C'est un mot javanais, tambir. Ensuite, si nous allons vers les régions en dehors de Haute-Terre centrale, on parle de finga. Finga, c'est la calebasse pour puiser de l'eau. Et dans certaines régions de Madagascar, finga veut dire assiette, assiette plate. Et en indonésien, ça vient du mot pingan. Pingan. Et nous avons ici le vlan qui est en forme de vlan nungu, marmite sans bord. Et malheureusement, je n'ai pas de sadzu, mais le nungu, le sadzu, vient de mots swahili. Nungun, dzu, qui veut dire donc marmite sans bord, et cruche à eau. Donc, nungun, c'est marmite sans bord, et dzu, mot swahili, cruche à eau. Et enfin, le signe. Le signe, qui veut dire cruche, est un emprunt de l'arabe. Le mot est chini. Chini. Et il y a aussi un autre mot, signa. Donc, signa veut dire plat, plateau, tandis que chini veut dire signe, c'est-à-dire cruche. Donc, c'est l'approche linguistique qui nous donne déjà une idée d'où viennent les mots, comment nous les avons utilisés. Alors, rapidement, je sais que la personne sera... Je m'excuse de la personne qui était présente parce que je montre son image. C'est un atelier que nous avons organisé, ou plutôt un travail que nous avons fait au niveau d'Abatvi, où j'étais avec une équipe qui a travaillé avec de la poterie locale pour pouvoir en tirer donc des études, les classer et écrire des informations concernant donc une partie de la poterie qui était collectée pendant les travaux d'archéologie préventive effectués en Batuvie. Vous connaissez, c'est la grande firme qui exploite le nickel et le cobalt dans la région de Muramang. Alors, rapidement, l'approche archéologique de l'objet. Donc, on fait une fouille, on fait des collectes, on prend les objets, on les emmène dans un laboratoire, on les nettoie, on les marque, on les mesure, on fait la pesée, on dessine, on fait des prises d'images.
Ensuite, avec l'objet, on étudie sa forme, les motifs, on peut analyser et on peut faire une datation. Et ensuite, avec toutes les informations issues de ce travail de laboratoire, nous faisons les interprétations. Alors, voici un tesson de poterie dans Katvour, qui est un site des Hautes-Terres centrales, tout près de site d'Ambouimang, qui date du 10e, 14e siècle, qui est 15e siècle, qui est un des sites les plus anciens sur les Hautes-Terres centrales. Alors, rapidement, la présence de la poterie est la preuve de la présence d'abord d'une source d'eau. Parce que la poterie est faite d'argile et l'argile ne peut exister sans eau. Donc ça c'est automatique. Et la présence de la poterie est un aspect de la culture matérielle de Malgache. Et c'est un mobilier indicateur donc de la présence humaine et de sa sédentarisation, c'est-à-dire que quand il y a de la poterie, il y a donc installation humaine. Les plus anciennes poteries locales sont datées du 7e et 8e siècle. On le trouve sur le site de Saint-Jacques. Je me suis permise de vous montrer cette petite carte. Est-ce que vous voyez? Oui, est-ce que vous pouvez voir? Oui? Non, sur le site de Saint-Jacques. Oui, le site de Saint-Jacques, dans la région de Mananara-Varat. Sur les côtes, donc le site de Mananar-Avarat. Et sur les Hautes-Terres centrales, il y a le site d'Ambouy-Manana en Imerne qui a été travaillé par David Samuel. Et il y a le site de Belupit qui est travaillé par Madame le docteur Adimla qui est ici présente. La découverte, je reviens un peu sur la poterie. La découverte de la poterie aide à établir une chronologie de l'installation de différents groupes de population à travers l'île grâce à la datation par thermoluminescence. TL, c'est ça le sigle de thermoluminescence, ou par radiocarbone, 14C, procédé aidant à situer dans les temps un fait et une action. C'est un marqueur culturel. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la carte. Donc, c'est une carte de localisation de quelques sites archéologiques les plus anciens où le mobilier, c'est-à-dire la poterie locale, était donc le mobilier le plus important. Le mobilier le plus important et qui aide donc à comprendre l'histoire du site grâce à la démarche archéologique que j'ai mentionnée tout à l'heure. La suite, je me suis permise de vous montrer les différentes chronologies de sites de Mangour à Ivunj. Je reviens à cette étude des poteries issues des fouilles d'archéologie préventive qui ont été entreprises durant les premières années avant que la société Ambatuvi s'installe sur Muramanga et
et vers Tamatave. Vous savez qu'il y avait eu plusieurs brigades d'archéologues qui ont travaillé pendant presque 3 ans sur le chemin du pipeline reliant Muramanga à l'usine de Tamatave. Je vois ici un de mon équipe qui a travaillé avec moi à l'époque. Et le professeur Rakotorsou Jean-Aimé, qui était à l'époque en charge donc de diriger l'opération avec le docteur Chantal Radimla et le docteur Rafulonjene Vavoun, qui sont tous les trois donc archéologues, les premiers archéologues malgaches. Il a travaillé sur les sites archéologiques et nous avons travaillé également sur les matériaux, c'est-à-dire la poterie locale et à travers les éléments qui ressortent des études. Le professeur Rakotorsou a découvert 5 phases d'installation humaine à travers l'étude des poteries. Et comment il a pu réunir ces informations? D'abord, il a étudié la qualité de l'argile et aussi le contenu de l'argile. Donc, dans la poterie, il y a du quartz, du mica et du graphite qui empêchent que l'argile soit trop grasse. Donc, il faut mettre des éléments pour pouvoir garder l'homogénéité de l'argile. Ensuite, on a étudié la couleur de l'argile. Parfois, l'argile, elle est grise, parfois, elle est rouge en sortant du four. Et là, on comprend comment a été la cuisson de l'argile. Cuisson réductrice qui donne la couleur grise et cuisson rouge, la couleur oxydante. Ensuite, on a étudié les formes avec précision et on a regardé si le mobilier est décoré ou non. Et enfin, on a regardé les types de motifs, comme vous voyez ici. Et à travers ceci, il a pu, donc, avec l'aide de l'archéologue américain Henry Wright, qui a longtemps travaillé sur les hautes terres centrales, particulièrement dans la Varadjan, il a pu établir 5 phases. Phase Sanjakati, phase Maïlaka, phase Yambitska, phase Ambibé, phase Saamam, qui ont leur période bien cernée. Ça, c'est du Mangour à Ivunj. Et en ce qui concerne les hautes terres centrales, Henry Wright a déjà proposé 6 phases en 1975. Donc, la phase Fiekin, la phase Antanambé, la phase Ankats, la phase Angavbé, la phase Ambouidjay, la phase Kalouy, qu'il a revisée en 2007. Donc, je n'ai pas osé donner les fourchettes actuelles parce que lui-même, en 2007, il est encore en phase de terminer, bien qu'il a déjà publié donc, un gros ouvrage sur les phases céramiques des hautes terres centrales. En tout cas, il est intéressant de dire que la phase Maïlak, 12e siècle, 16e siècle, correspond à la phase Fiekena et phase Antanambé des hautes terres centrales. Tout ça à travers l'étude de la poterie. Nous avançons rapidement.
Alors, on se pose la question, la contemporanéité des sites est-elle prouvée par la similitude du mobilier collecté, par exemple les cruches et les jarres ou les pots de cuisson, ou est-ce que c'est au niveau des techniques de la présence de l'utilisation de l'argile comme dégraissant, de la préparation d'argile? En fait, ce qui est intéressant dans l'étude de la poterie, c'est peut-être encore plus, et d'ailleurs c'est ce que l'archéologue Henri Rett dit et propose, qu'il faudrait beaucoup plus aller vers la technique pour étudier justement la contemporanéité de la poterie locale. Parce qu'en étudiant ces différentes phases, nous pouvons avancer d'abord le déplacement des populations. Il faut dire que du nord au sud, d'est en ouest, en se basant sur la carte que j'ai montrée tout à l'heure, la population malgache s'est déplacée. Il s'est déplacé. Ceux qui sont dans le nord se sont déplacés vers l'intérieur de l'île, et ceux qui sont de l'intérieur de l'île se sont déplacés vers l'est ou l'ouest. Et qu'est-ce qu'ils ont emporté avec eux? Leur savoir-faire. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que non seulement les populations se déplacent, mais ils emmènent avec eux aussi leur savoir-faire, d'où le transfert de techniques et de savoir-faire. Et on retrouve comment dirais-je, on retrouve ces techniques ou ce partage de savoir-faire par exemple, dans l'étude des motifs que vous voyez ici. Alors, j'ai nommé motifs, influence et identité. Dans l'étude des motifs, les archéologues et les historiens de l'art s'accordent que les potiers sont les premiers designers de l'époque de la protohistoire malgache. Donc, voyons un peu ici. Au XIVe siècle, au XIIIe siècle, on utilise beaucoup, n'est-ce pas, l'impression. On utilise beaucoup l'incision. Ce que vous voyez sur l'image. On utilise aussi beaucoup d'engobes. Et dans ce domaine, je voudrais aller plus loin. D'abord, dans l'influence, je voudrais aller ici. Donc, tout de suite, venir vers ce pot qui a 3 pieds et qui est peut-être l'image moderne de la marmite tripode de la nécropole de Vohemar qui date du XIIIe, XVIe siècle. Vohemar, qui est un site du nord-est de Madagascar et qui a un savoir-faire spécifique qui est l'étude, qui est la production de marmites en pierre, qui est le chloritoschiste. Le chloritoschiste, c'est le stéatite, c'est une pierre savonneuse. Elle ressemble un peu, je ne sais pas si vous avez déjà goûté au ramanounak,
Hein, elle est la pâte, c'est un gâteau malgache salé. La pâte, elle bouge et il y a des trous. Et c'est ça la pâte du chloritoschiste. Quand on la sort de la carrière, elle bouge beaucoup. Mais en fait, la pâte possède des pores et à l'air libre, elle se resserre et elle devient très dure. Et c'est une technique spécifique des rascades, mais qui a été copiée sur les hautes terres centrales. Et ici, vous voyez des pieds de marmite en Kadvouri, le premier site des hautes terres centrales, qui date du Xe, XIVe siècle. Alors, si nous regardons les deux dates, à quel moment la technique des pieds tripodes est venue sur le terre centrale? Probablement vers le XIVe siècle, à la fin donc de la période d'Encadfour, mais qui correspond à le développement du travail du chloritoschiste dans le nord-est de Madagascar. Donc, peut-être, donc, au XIVe siècle, beaucoup de populations du nord-est s'est déplacée au milieu des terres centrales et apporté elle-même ce savoir-faire. Dans l'étude des motifs, il faudrait que je regarde parce que... Hein? C'est bon? Ok, c'est bon parce que quand je m'y mets, c'est... Donc il faut que je fasse attention. Alors, dans les motifs, outre donc les dessins géométriques, tout à l'heure on va y revenir, j'aimerais parler de cette impression arca. Je remercie le docteur Chantal Radimla qui m'a donné l'image. Poterie à motif arca maïlak. Je parle donc d'influence de marqueurs culturels. Arca, c'est un petit coquillage, Et selon Claude Alibert, qui est spécialiste de l'archéologie de l'océan Indien et de Madagascar, il émet l'hypothèse que l'impression arca est reconnue comme un marqueur stylistique indonésien. Et ce marqueur se trouve aux Comores et probablement nous donne une idée de la pénétration austronésienne depuis Madagascar vers l'archipel. Le docteur Chantal Radimla a découvert beaucoup de poterie à arca à Maïlak. Maïlak qui a été son champ d'investigation. Elle est restée à Maïlak pendant 10 ans, madame, c'est ça? 10 ans, oui. Madame Chantal Radimla est là, elle est là. L'archéologue, madame Chantal Radimla, oui, voilà. 10 ans? Oui, alors, elle ne veut pas qu'on la reconnaisse, alors qu'elle est la première dame de l'archéologie à Madagascar. Alors, elle a travaillé sur le site de Maïlak et 50% de la poterie locale donc, a cette impression d'arca. Alors, ça nous donne donc une idée justement de cette présence austronésienne très tôt à Madagascar. Et
il y a beaucoup de discussions sur les motifs et c'est pourquoi j'ai peur de me hasarder, mais je donne les hypothèses pour que nous puissions donc avoir quand même une idée. Parce qu'en archéologie, les hypothèses sont des hypothèses. Il se peut qu'on trouve d'autres poteries qui auraient d'autres motifs, qui nous donneraient aussi d'autres informations. Mais au stade actuel, la poterie, la céramique Arca, qu'on trouve dans Madagascar et aux Comores et sur les côtes africaines, marque les premières arrivées austronésiennes. Il y aura d'ailleurs un livre qui va bientôt, un livre d'histoire qui va bientôt sortir et dans lequel Radimla, Chantal et moi-même ont écrit justement sur ces motifs de poterie et qui vont peut-être sortir au mois d'octobre comme un livre, un document pour l'enseignement de l'histoire à Madagascar. Donc, j'ai parlé d'Arca tout à l'heure. Mais il y a aussi, et malheureusement, je n'ai pas d'image, il y a aussi le revêtement en gobe rouge. Il y a plein de poteries qui a des engobes derrière. L'engobe, c'est de l'argile, mais qui donne aussi de la couleur. Alors, c'est une matière qui sert à embellir donc la paroi externe de la poterie. Non seulement elle est esthétique, mais elle aussi permet à l'imperméabilité donc du récipient. Alors, cette technique de l'engobe est signalée dans toute dans tout Madagascar et elle montre justement donc le déplacement de la population et on pense que on pense qu'elle s'est donc propagée grâce à la déplacement des populations et Chantal Radimla donne l'hypothèse que c'est aussi une origine austronésienne. Mais il y a l'archéologue Paul Sinclair qui dit que peut-être c'est une origine nord-ouest de l'Inde. Alors pour nous, quand on sait comment s'est déplacé donc nos ancêtres, ils sont partis de l'archipel austronésien et passés par Inde, pourquoi pas les deux hypothèses sont peut-être valables, n'est-ce pas? Que ce sont des populations austronésiennes qui se sont métissées en Inde, qui ont apporté donc cette technique de l'engobe rouge. Et enfin, pour toujours parler de forme, de motifs, je dirais aussi que la marmite tripode ici, c'est aussi un style. Hein, et il n'est pas archéologue, lui, mais plutôt il est géologue, Guido Schreurs, qui travaille avec nous en archéologie. Il travaille avec nous dans les missions archéologiques et d'ailleurs ils seront bientôt là au mois d'août, on sera dans le sud de Madagascar. Les céramiques tripodes de Voyemar ressemblent à des vases de rituel en bronze qu'on trouve dans le sud-est de la Chine entre le Xe et le XIVe siècle. Alors, donc, il y a plein d'hypothèses, n'est-ce pas, ce qui montre vraiment la diversité culturelle de notre pays.
Maintenant, rapidement, je vais faire... donc ça, c'est l'approche archéologique. J'ai rapidement passé sur peut-être des éléments importants, mais c'est ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir quand on parle de poterie en archéologie. Alors, rapidement, je vais parler de l'approche ethnographique. Je l'ai dit tout à l'heure, premier support d'expression artistique. Et à travers les styles, le registre de motifs est assez varié selon les régions et selon les périodes. Par exemple, dans la partie ouest, on a donc le coquillage à Aka, on a aussi l'ocre. Sur les hautes terres centrales, nous avons beaucoup comment dirais-je, de motifs géométriques. Et je vous invite à regarder celles-ci. Ce sont des poteries anciennes, des poteries style, donc la forme des poteries style et identité poterie Vezo. Et vous voyez la gargoulette en bas qui comporte deux goulots. Et quand j'ai fait l'enquête, on m'avait dit parce qu'on utilise ce pot pour le mariage. Ah bon? Alors, ça veut dire que chacun, donc, c'est symbolique, chacun boit, donc, de ce côté. C'est comme aujourd'hui, on s'échange la coupe de champagne, tout ça. Mais en fait, quand j'étudie la poterie Vezo, il y a 4 goulots, donc 3 goulots. Donc, on se pose la question, on peut donc faire de mariage à 3 ou à 4? Non, c'est pas ça. En fait, je pense que l'utilisation, plus tard, peut-être parce que c'était de l'esthétique, c'était de la création artistique, c'était plus tard que la communauté a utilisé ce pot, cette gargoulette, comme symbolique de boire la même eau. C'est ça? Boire la même eau, ça veut dire, c'est symbolique désormais, avoir une même source de vie. C'est ça, pas le mariage, mais l'union, je dis l'union entre deux personnes, donc un homme et une femme. À l'époque, c'était un homme et une femme. Maintenant, ça peut être femme ou homme, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc, le style des motifs montre l'identité donc, du peuple. Encore là, vous avez de grotte de Kinang, vous avez le style peigné. Et là, paraît-il que le style peigné, c'est plutôt le style Vezo. Hein? Et là, vous avez un style de poterie Bezanzan. Et vous voyez que quand la poterie elle est froide, on met le doigt là-dessus. Rapidement, je vous montre la poterie indienne de Majanga. La cruche, il y a une carafe et elle est spécifique parce que la couleur elle est rouge, donc la poterie est ocrée et on rajoute une bande blanche. Et il semble que cette bande blanche, elle est une argile qui protège contre le mal. Qui protège contre le mal. Et bien entendu, on a aussi des images avec des animaux, des personnages, en fait, qui sont des influences de l'extérieur, n'est-ce pas, actuelles. Je vous montre aussi le louviamang, donc qui est le graffitage, qui est aussi spécifique au mobilier de poterie des hautes terres centrales. Et certaines études disent que c'est pour manger ensemble, non?
ce plat est réservé donc au prince. Et le prince, lui, le roi ou le prince, il s'assoit et la nourriture arrive donc en haut, il a un pied. Et la preuve, c'est que je vous ai montré ici des images du palais Manjun dans Djenapun-Merne, hein, qui était le roi de Madagascar, d'Antananarive ou de l'Imerne à l'époque, où il avait son palais à Mbuimanga. Et vous voyez donc des Luviamanga, des pieds à graffitage dans son domicile, dans son palais. Et il semble que c'est vraiment une marque de statut. L'utilisation de la poterie autre que les ustensiles de cuisine, c'est ici, je vous montre des rituels de fondation des palais royaux du Louvre d'Antananarive. En archéologie préventive et en archéologie de sauvetage, nous avons découvert des pots, mais pas des pots, mais des cruches entières qui ont été ensevelies dans la fondation de Maïtse-Lafazak, qui est le palais d'Odjenapon-Merne, et dans Manzakamiadana, qui est le palais de Ranava la première. Dans ces pots, qu'est-ce qu'on a découvert? Dans la fondation dans la fondation de Manzakamiadana, nous avons découvert des pierres à fusil. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce que c'est qu'une pierre à fusil, mais ce sont des particules de silex qui ont été utilisées pour le fusil. Donc, c'était des objets pour l'armement, des objets sacrés en plus de ça. Et à gauche, à droite, ou à gauche, excusez-moi, on a découvert des pots dans la fondation de Maïtse-Lafazaka où il y avait des pièces d'argent, des piastres, des hasnes, hein, les hasnes qui sont qu'on offre au roi quand ils prennent le pouvoir. Et d'ailleurs, nous avons découvert aussi dans la fondation de Manzakamiadana une pièce, une asne qui date de 1844, au moment où on a érigé donc, le palais de Manzakamiadana. Et dans le palais de Maïtse-Lafazaka, on a trouvé une pièce qui date de 1789. C'est le moment où Anjanapon-Merne a commencé à créer, à régner sur Antananarivo et a choisi le Louvre d'Antananarivo comme sa capitale politique et économique. Rapidement, entre la poterie et l'eau, alors il y a le simbé, donc la jarre à eau, et il y a le cygne et la cruche. Il y a une grande différence entre les deux, rapidement, puisque j'ai dépassé le temps. Dans le simbé est utilisé comme un objet de décoration. Et dans la tradition, elle est placée devant la maison. Et surtout dans les régions où il fait très chaud, le simbé est accessible à tout le monde. Donc, quelqu'un qui passe, il peut boire, peut prendre les queues ou le fing et boire sans demander la permission. Alors, imaginez si on fait ça actuellement, on a peur de l'empoisonnement. Hein. Donc, on a peur de l'empoisonnement, donc personne ne boira cette eau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'ai fouillé sur le site de Tremblant,
le site de Tremblin qui a accueilli des esclaves malgaches, on a découvert devant la cuisine, à 1,50 m de profondeur, une cruche, mais pas en poterie, mais en fer blantier, devant la cuisine. Et tout de suite, j'ai eu en image cette cruche qui est offerte à tous quand ils passent se rafraîchir ou boire un coup. Et quand je pense à ces 80 malgaches qui sont restés pendant 15 ans en réclusion dans le site de Tremblin, ils n'ont pas oublié les traditions malgaches. Ils n'ont pas oublié cette tradition, c'est-à-dire qu'ils vivaient en communauté, ils entretenaient l'eau, ils entretenaient le fiavan en parlant. Et le signe, juste pour vous dire que le signe il a une image de la femme. Hein? Quand une jeune accouchée, enfin quand une femme accouche d'une fille, on lui dit félicitations parce que vous avez une chercheuse d'eau. Oh là, actuellement, donc je ne sais pas, allez regarder qui porte les bidons jaunes. Hein? Ce sont les hommes. Les chercheurs d'eau maintenant, ce sont les hommes. Par contre, autrefois, le signe, c'était pour les femmes. Enfin, je termine. Quelques proverbes autour de la poterie. Ce qui est dans la marmite est chaud, ce qui est dans la cruche est froid. Excusez-moi, j'ai laissé tomber la cruche. En fait, c'est pour dire que même si on a un même récipient, l'intérieur est différent. Et la cruche, ici, ou la marmite, c'est l'image de l'homme. Okay. C'est l'image de l'homme. Et donc, il y a un homme qui peut être, voilà, un autre qui peut être ceci, froid ou chaud. En fait, c'est le comportement de l'homme. Voilà. L'orifice de la jarre ne forme qu'un seul cercle. Ben, c'est la communauté. Hein? Nous ne sommes que la communauté, l'homme, c'est la communauté. Donc, nous ne formons qu'une seule communauté. Trépied brisé, marmite penchée, redressant, ce qui n'est pas d'aplomb. Alors, coupons ce trépied. Alors, la marmite va se pencher. Ça veut dire que il faut toujours se corriger. Hein? Essayer donc de remettre au niveau. Voilà. Au-delà de la colline, on imagine la présence d'une armée ennemie, comme dans une marmite couverte, on peut supposer la présence de viande. C'est-à-dire que dans notre tête, quand on ne voit pas, on peut imaginer des choses. On a peur. Mais on peut aussi imaginer une bonne viande de ragoût, hein, là-dedans. Et en passant, n'oubliez pas que la marmite en pierre, la marmite en terre avait servi à cuire la viande du fandjoun, hein, autrefois. Donc, imaginez une marmite en terre pendant toute une nuit, toute une journée, hein, sur le feu, d'eau, pour pouvoir manger le varang, hein, pendant le fandjoun. Personne n'a fait autant de bien qu'une marmite, car lorsqu'elle est brisée, on s'en sert pour y mettre une poule qui couve, ce qui veut dire qu'on ne jette jamais rien. Et chez les Bézanzans, nous, les marmites cassées, on les met dans la forêt pour que les abeilles puissent y déposer du miel. Enfin, une cruche pleine d'eau claire ne peut résister à une corne
pleine d'eau sale. Je pense à l'empoisonnement. Oh, donc, c'est une corne pleine d'eau sale, donc qu'on met dans une couche pleine d'eau claire, ça peut donc carrément salir l'eau. Ce qui veut dire qu'il suffit d'un rien pour que quelque chose soit détruit. Quelque chose de mal peut détruire quelque chose. Enfin, pour vous dire, j'ai oublié, et dans mes notes, c'est qu'on peut utiliser aussi la marmite dans des circonstances malheureuses. Par exemple, quand on perd un nouveau-né, hein, on le met dans une cruche et on ne le met pas dans le tombeau familial, on le met à côté. Aussi un petit pot, par exemple, quand un tombeau est désaffecté, c'est-à-dire qu'on enlève les défunts, on y place un petit pot et on casse le petit pot, voilà, et on couvre le tombeau. Et ça, c'est une information que je viens d'avoir de notre archéologue, ancien archéologue Ramilson, qui récemment a fait une mission dans le Besançon et ils ont découvert donc des tombeaux qui ont été abandonnés, qui ont été désaffectés et ils ont découvert des poteries. Voilà, mesdames et messieurs, je vous offre cette petite image. C'est une image que j'avais, mais c'est l'image de Zuma aussi, qui vend de la poterie à l'époque. Et si vous voulez voir l'évolution, allez du côté de Abiflou, à Gera, et prenez une image et mettez-la à côté. Mais c'est magnifique. Je vous remercie.